La matinée de mardi était chaude et étouffante à Paris, comme c'était souvent le cas en plein mois d'août. L'horloge de la place de la Concorde marquait 10 heures lorsque Madame Carmen descendit du bus sur l'avenue des Champs-Élysées, serrant fermement son cabas délavé. À 72 ans, elle avait cette posture de celles qui ont beaucoup vécu, mais qui ne ploient pas face à l'adversité. Sa simple robe à fleurs était propre, mais visiblement usée par le temps, tout comme ses chaussures marron à scratch, qui connaissaient chaque recoin de ce quartier. Carmen marchait lentement, sentant le poids des légumes et des fruits qu'elle avait achetés plus tôt au marché d'Aligre. Des tomates, des courgettes, des bananes et quelques pommes de terre qu'elle avait réussi à avoir à bon prix. Sa retraite n'était pas généreuse, et chaque centime devait être étiré jusqu'à la limite. Mais aujourd'hui, elle n'était pas là uniquement pour faire ses courses. Elle avait une affaire en suspens qui la tracassait depuis des semaines. L'agence de la Banque nationale française se trouvait dans un imposant immeuble de verre miroir, en plein cœur du quartier financier de la ville. Carmen poussa la porte tournante en verre et entra dans le vaste hall climatisé. L'air conditionné glacial contrastait avec la chaleur de la rue, la faisant serrer un peu plus son cabas contre son corps. L'ambiance était moderne, avec un sol en marbre clair qui reflétait les lumières LED du plafond, des canapés en cuir noir disposés en rangées et des écrans numériques affichant les cours des devises et des actions. Elle se dirigea vers le comptoir d'accueil, où 2 jeunes employés discutaient avec animation. L'une d'elles, aux cheveux blonds lissés et aux ongles parfaitement manucurés d'un ton nude, portait un tailleur bleu marine impeccable. L'autre, brune aux cheveux, relevés en un chignon élaboré, portait un chemisier en soie blanche et une jupe crayon noir. Toutes deux semblaient sorties d'un magazine de mode d'entreprise. Lorsque Carmen s'approcha, les deux interrompirent leur conversation et la regardèrent. Ce fut un regard rapide mais chargé de jugement. La blonde, dont le badge l'identifiait comme Jessica, haussa légèrement un sourcil. La brune, Patricia, dissimula un sourire en coin tandis que ses yeux parcouraient la robe simple et le cabas de la vieille dame. « Bonjour » dit Carmen poliment, en posant une main sur le comptoir élevé. « Je dois régler un problème sur mon compte. On me facture des frais que je ne reconnais pas, et j'ai déjà essayé d'appeler plusieurs fois, mais personne ne résout mon problème. » Jessica soupira, comme si elle avait été interrompue dans quelque chose d'important. Sans lever complètement les yeux vers Carmen, elle tendit la main avec paresse. Pièce d'identité et carte. Carmen ouvrit son petit sac en tissu et en sortit ses documents avec soin. L'employé prit le tout de manière mécanique, tapa quelque chose sur l'ordinateur avec une lenteur délibérée et sans même regarder l'écran plus de 2 secondes, lui rendit les papiers. « Vous allez devoir attendre. Asseyez-vous là, on vous appellera, dit Jessica, faisant un geste vague en direction des canapés. Combien de temps environ, ma petite dame ? Demanda gentiment Carmen. Patricia leva les yeux au ciel, discrètement. Je ne sais pas, vous voyez bien qu'il y a du monde. Il faut attendre. Carmen hocha la tête et se dirigea vers les canapés. Elle en choisit un dans un coin, près d'une plante artificielle, et s'assit avec le cabas sur ses genoux. La banque était vraiment bondée. Des cadres avec des mallettes en cuir, des femmes élégantes avec des sacs de marque, des jeunes avec des ordinateurs portables sous le bras, tous entraient et sortaient dans un flux constant. Elle observait, patiente, attendant son tour. 15 minutes passèrent, puis 20, une demi-heure. Carmen vit 3 personnes arriver après elle, être appelées au comptoir. Un homme en costume gris fut reçu par Jessica avec un large sourire et une conversation animée sur les investissements. Une femme avec une élégante robe verte reçut un traitement VIP de la part de Patricia, qui lui offrit même un café. Carmen fronça les sourcils, mais continua d'attendre. Peut-être étaient-ils des clients avec rendez-vous, pensa-t-elle, essayant d'être compréhensive. Mais à mesure que le temps passait et que de plus en plus de personnes lui passaient devant, une sensation désagréable commença à grandir dans sa poitrine. À 11h30, elle était là depuis 1h30. Elle se leva et retourna au comptoir. Patricia était sur son téléphone, riant de quelque chose à l'écran. Jessica organisait des papiers avec une expression ennuyée. « Excusez-moi, mesdemoiselles, j'attends depuis un bon moment maintenant. Ne pourriez-vous pas vous occuper de moi bientôt ?» demanda Carmen en gardant un ton poli. Jessica ne leva même pas les yeux. « On vous a déjà dit d'attendre. Il y a des gens avant vous. Mais ces personnes sont arrivées après moi,
insista Carmen, en désignant un jeune homme en polo qui venait d'entrer. Patricia la regarda enfin, cette fois avec une irritation à peine dissimulée. « Ils ont rendez-vous, madame. Vous êtes arrivée sans rendez-vous. Retournez vous asseoir et attendez, on s'occupera de vous quand on pourra. » Le ton était sec, presque hostile. Carmen sentit ses joues chauffer, mais elle respira profondément. Elle n'allait pas se laisser déstabiliser. Elle retourna à son canapé, maintenant avec la certitude croissante que quelque chose n'allait pas. À côté d'elle s'assit une dame plus jeune, d'environ 50 ans, bien habillée, qui attendait d'être appelée pour une réunion. Elle regarda Carmen avec sympathie. « Depuis combien de temps attendez-vous » demanda-t-elle à voix basse. « Presque 2 heures, » répondit Carmen. La femme fit une grimace. « C'est un scandale. Elle ne devrait pas faire ça. » Carmen esquissa un demi-sourire triste. « Je pense que c'est parce que je n'ai pas l'apparence qu'elles attendent. » La femme allait répondre, mais son nom fut appelé et elle dut partir. Carmen se retrouva de nouveau seule, serrant son cabas, sentant le poids de l'humiliation silencieuse qui lui était imposée. Au comptoir, Jessica et Patricia chuchotaient et riaient, lançant des regards en direction de Carmen. La blonde désigna discrètement le cabas et toutes deux rirent plus fort. Un employé qui passait par là, un jeune homme avec un badge de stagiaire, fronça les sourcils en remarquant la scène, mais ne dit rien. Midi sonna. 2 heures complètes d'attente. Carmen vit l'affluence de l'agence augmenter encore plus à l'heure du déjeuner. Des hommes d'affaires pressés, des employés des bureaux voisins, tous étaient servis avec rapidité et amabilité. Sauf elle. C'est alors qu'un agent de sécurité, un homme noir d'une 40aine d'années nommé Renaud, remarqua la situation. Il observait Carmen depuis un certain temps, notant qu'elle était là depuis le début de son service. Il s'approcha des employés. « Mesdemoiselles, cette dame là-bas n'attend pas depuis longtemps ?» demanda-t-il en désignant discrètement Carmen. Jessica haussa les épaules. « Elle doit attendre. C'est plein. »« Mais je vous ai vu servir plusieurs personnes arrivées après elle, » insista Renaud. Patricia le foudroya du regard. « Renaud, vous êtes agent de sécurité. Occupez-vous de votre secteur et laissez-nous faire notre travail. »« Je trouve juste, ça injuste. C'est une personne âgée et elle a un sac lourd. » Jessica croisa les bras. « Écoutez, elle est retraitée, elle n'a rien de mieux à faire, elle peut attendre. Et son cabas n'est pas notre problème. » Renaud secoua la tête, indigné, mais savait qu'il n'avait pas l'autorité pour intervenir davantage. Il s'éloigna mais continua de surveiller la situation de loin. Carmen resta assise, mais sortit maintenant un petit carnet de son sac et commença à noter des détails. Heure d'arrivée, nom des employés lus sur les badges, description des comportements. Sa fille disait toujours qu'elle était méticuleuse, et cette caractéristique se révélait maintenant utile. 13 heures, 3 heures d'attente. La faim commençait à se faire sentir, mais Carmen ne partirait pas d'ici sans avoir résolu son problème. D'autres personnes continuaient d'être servies avant elle. Un jeune avec un sac à dos et des baskets de marque, une cadre avec une tablette, un monsieur en costume qui fut reçu comme un prince. À 14 heures, 4 heures après son arrivée, Carmen se leva de nouveau. Cette fois, sa patience était à bout. Elle se dirigea vers le comptoir d'un pas ferme malgré la fatigue dans ses jambes. « Je dois parler au directeur. »« Maintenant, dit-elle, d'une voix qui n'admettait plus de délai. Jessica leva les yeux au ciel ouvertement. « Le directeur est occupé. Alors j'attendrai qu'il ne le soit plus. Mais j'attendrai ici, devant le comptoir, pour que tout le monde voie, répondit Carmen en se plantant là. Patricia souffla. « Madame, vous êtes ridicule. »« C'est moi qui suis ridicule, ou vous deux qui me faites attendre 4 heures pendant que vous servez tous ceux qui arrivent, » rétorqua Carmen en élevant un peu la voix. L'altercation commença à attirer l'attention. D'autres clients regardaient, curieux. Renaud s'approcha de nouveau, prêt à intervenir si nécessaire. C'est alors qu'une porte en verre au fond s'ouvrit et un homme d'environ 45 ans, vêtu d'un costume gris coûteux et d'une cravate bordeaux, sortit à grandes enjambées. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il, d'un ton qui mêlait autorité et irritation. Jessica fut prompte à répondre. « Monsieur le directeur, cette dame fait un scandale parce qu'elle ne veut pas attendre son tour.
Carmen le dévisagea. « J'attends depuis 4 heures, monsieur. Je suis arrivé à 10 heures du matin et ces demoiselles m'ont fait attendre pendant qu'elles servaient des dizaines de personnes arrivées après moi. Je dois régler des prélèvements indus sur mon compte et j'ai été traité avec mépris. » Claude, le directeur, ajusta sa cravate et fit un geste à Carmen pour qu'elle le suive. « Venez avec moi, nous allons régler ça dans mon bureau. » Carmen prit son cabas et le suivit. Le bureau était spacieux, avec un bureau en acajou, des fauteuils en cuir et une vue panoramique sur l'avenue. Claude s'assit dans son fauteuil pivotant et indiqua une chaise à Carmen. « Pièce d'identité et carte, s'il vous plaît » demanda-t-il en allumant son ordinateur. Carmen les lui tendit. Claude tapa, analysa l'écran et son expression changea subtilement. Il vit que c'était un vieux compte, ouvert depuis des décennies, mais sans grand mouvement ni investissement, juste une retraite déposée mensuellement et des retraits réguliers. « Vous avez un compte chez nous depuis combien de temps » demanda-t-il. « 32 ans. »« Je vois. Et quel est le problème exactement ?» Carmen expliqua les frais indus, les tentatives infructueuses de contact par téléphone et surtout l'attente humiliante qu'elle venait de subir. Claude écoutait avec une expression neutre, presque indifférente. Quand elle eut terminé, il respira profondément. « Écoutez, Madame Carmen, je vais être franc avec vous. Ces frais sont systémiques, tout le monde les paie. Mais je n'ai pas souscrit à ces services, insista-t-elle. Parfois, le système génère des prélèvements automatiques. Je vais voir ce que je peux faire, mais je ne promets rien. Et quant au traitement que j'ai reçu dehors ?» Claude haussa les épaules. « L'agence était bondée. Les filles faisaient leur travail. Vous exagérez peut-être un peu. »« J'exagère. » Carmen sentit l'indignation monter. « J'ai été ignoré pendant 4 heures. J'ai vu de mes propres yeux des dizaines de personnes être servies avant moi. Madame, avec tout le respect que je vous dois, vous êtes retraitée. Vous n'avez pas d'engagements urgents. D'autres personnes avaient des rendez-vous, des questions professionnelles. Il est normal qu'elles soient prioritaires. » Carmen serra les poings sur son cabas. « Je vais parler à la direction de cette banque. » Claude rit, un rire moqueur qui résonna dans le bureau. « Vous allez parler à la direction. Et comment comptez-vous faire? Vous avez leur numéro personnel? Vous connaissez quelqu'un là-haut » Carmen ne répondit pas immédiatement. Elle le fixa simplement avec un calme qui contrastait avec son arrogance. Puis, lentement, elle ouvrit son sac et sortit un téléphone portable simple, de ceux avec un clavier physique et un petit écran. « Je vais appeler maintenant, si vous me le permettez, » dit-elle. Claude croisa les bras, toujours souriant. « Faites donc, j'adorerais assister à ça. » Carmen composa un numéro et activa le haut-parleur. La sonnerie retentit dans le silence du bureau. 1 fois, 2 fois. À la 3e, quelqu'un répondit. « Allô, maman ?» dit une voix féminine, ferme et autoritaire, de l'autre côté de la ligne. Le sourire de Claude se figea. « Allô, ma chérie ?» répondit Carmen, la voix sereine. « Désolé de te déranger au travail, mais j'ai besoin de ton aide. »« Bien sûr, maman, que se passe-t-il? Tu vas bien ?»« Je vais bien. Mais je suis dans une agence de la banque depuis 4 heures. J'ai été humilié par les employés, ignoré, et maintenant le directeur me dit que j'exagère. Il y eut une pause de l'autre côté. Quand la voix revint, elle était glaciale. Quelle agence? Avenue des Champs-Élysées, numéro 3500. Passe-moi le directeur, maintenant. » Claude était blême, ses mains tremblaient, quand il prit le téléphone que Carmen lui tendait. « Allô ?» dit-il, la voix chevrotante. La voix qui sortait du haut-parleur était tranchante comme une lame de rasoir. « Monsieur le directeur Claude Martin, j'imagine, » dit la femme de l'autre côté, sans laisser de place aux formalités. « Oui, madame, » répondit-il en déglutissant. Le nom de famille imprimé sur son badge semblait peser des tonnes à cet instant. « Je m'appelle Marianne Dubois, et je suis la directrice générale régionale de la Banque nationale française pour toute l'Île-de-France. La dame qui est en face de vous est ma mère, Carmen Dubois. Et si j'ai bien compris, elle a subi un traitement absolument inacceptable dans l'agence sous votre responsabilité. » Claude tenta de parler, mais les mots moururent dans sa gorge. Son visage, auparavant rouge d'arrogance, était maintenant livide. Les mains qui tenaient le téléphone tremblaient visiblement. « Madame Dubois, je ne savais pas. Il y a eu un malentendu, commença-t-il, mais il fut interrompu. Peu m'importe ce que vous saviez ou non. Ce qui m'importe, c'est que ma mère est arrivée à 10 heures du matin dans une agence bancaire pour régler un problème légitime, et que je dois régler ce problème.
et il est maintenant 14h15. 4h15. Elle a été laissée en attente pendant que d'autres clients étaient servis. C'est de la discrimination, c'est de l'abus et c'est une violation directe de tous les protocoles d'accueil humanisés que j'ai personnellement mis en place dans cette institution. Carmen restait assise, observant Claude s'effondrer sous ses yeux. Il n'y avait pas de satisfaction sur son visage, juste une dignité tranquille de celle qui savait que justice était enfin rendue. « Je vais régler le problème de Madame Carmen immédiatement », balbutia Claude, tapant déjà frénétiquement sur son ordinateur. « Non, vous n'allez plus rien faire. Je serai là dans 20 minutes. En attendant, je veux que vous réunissiez toute l'équipe qui a été en contact avec ma mère aujourd'hui, toutes les employés, tous les fonctionnaires. Je veux les noms, les badges, les horaires. Et Claude, si vous pensez à cacher quoi que ce soit ou à manipuler cette situation, je vous garantis que votre carrière dans cette banque se termine aujourd'hui. C'est clair ? Parfaitement clair, madame. Repassez-moi ma mère. Claude rendit le téléphone à Carmen comme s'il tenait une braise ardente. La vieille dame prit l'appareil calmement. « Allô, ma chérie, dit-elle doucement. « Maman, tu vas vraiment bien? Tu as besoin de quelque chose? De l'eau à manger? Je vais bien, ma chérie. Ne t'inquiète pas pour moi. J'ai connu pire dans la vie. Je sais, maman. Mais ça ne veut pas dire que tu dois accepter ce genre de traitement. Je quitte ma réunion maintenant et j'arrive. Je t'aime. Je t'aime aussi, ma fille. » L'appel fut terminé. Carmen rangea le téléphone dans son sac et regarda Claude, qui restait paralysé derrière son bureau. « Je peux attendre ici ou vous préférez que je retourne dans le hall ?» demanda-t-elle avec une ironie subtile. « Vous pouvez rester ici, s'il vous plaît, » répondit-il rapidement. « Je vais demander qu'on vous apporte de l'eau, un café, ce que vous voudrez. »« De l'eau, ce sera bien. » Claude appuya sur un bouton de l'interphone et passa la commande d'une voix tremblante. Puis il se leva et sortit du bureau, laissant la porte entr'ouverte. Carmen pouvait entendre sa voix altérée donner des ordres à l'extérieur. « Jessica, Patricia, vous deux, dans mon bureau maintenant. Et je veux Renaud aussi, je veux que tout le monde qui était dans le hall ce matin soit identifié. Vite !» Dans le hall, l'ambiance avait complètement changé. Jessica et Patricia, qui étaient encore au comptoir, se regardèrent avec inquiétude. « Qu'est-ce qui se passe ?» chuchota Jessica. « Je ne sais pas, mais le directeur est paniqué, » répondit Patricia, sentant un froid dans le ventre. Claude apparut au comptoir, en sueur et les yeux exorbités. « Vous deux, arrêtez ce que vous faites et suivez-moi, maintenant. »« Mais il y a des clients qui attendent, » protesta Jessica. « Je m'en fiche, bougez-vous. » Les deux laissèrent tout en plan et suivirent le directeur, leurs talons hauts claquant sur le sol en marbre. Renaud, l'agent de sécurité, fut également appelé. Quand ils entrèrent dans le bureau et virent Madame Carmen assise là, tranquille, buvant de l'eau dans un gobelet en plastique, ils sentirent que quelque chose n'allait vraiment pas. « Vous savez qui est cette dame ?» demanda Claude en désignant Carmen. « Une cliente, » répondit Patricia, confuse. « C'est la mère de la directrice générale régionale, Marianne Dubois. Et Madame Dubois arrive maintenant parce que vous deux avez traité sa mère comme un déchet pendant 4 heures. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Jessica devint blanche comme un linge. Patricia porta la main à sa bouche, les yeux écarquillés de panique. Renaud, en revanche, dut dissimuler un sourire de satisfaction. « Ça ne peut pas être vrai, » murmura Jessica. « C'est pourtant vrai, » confirma Claude. « Et quand Madame Dubois arrivera, elle voudra des explications. Alors je vous suggère de commencer à bien réfléchir à ce que vous allez dire. »« Mais monsieur, on ne savait pas qui elle était, » commença Patricia, la voix tremblante. « Et ça change quelque chose ?» explosa Claude. « Vous devriez traiter tous les clients avec respect, peu importe qui ils sont. Mais vous ne l'avez pas fait, n'est-ce pas? Je l'ai vu dans le système. Des dizaines de clients ont été servis pendant que Madame Carmen attendait. » « Pourquoi ?» Jessica tenta de s'expliquer. « C'étaient des clients, avec rendez-vous, des investisseurs, des gens pressés. »« Faux, » intervint Renaud pour la première fois. « J'étais dans le hall. Je vous ai vu servir des gens sans rendez-vous. Je vous ai vu rire et la montrer du doigt. J'ai entendu les commentaires sur son cabas. » Claude ferma les yeux, sentant la situation empirer à chaque seconde. Carmen observait, simplement, en silence. Elle n'avait rien besoin de dire. Sa présence suffisait comme sentence.
Vous allez tous rester ici et attendre l'arrivée de Madame Dubois, ordonna Claude. Personne ne sort de cette pièce. Les minutes qui suivirent furent une torture. Jessica pleurait doucement, son maquillage coulant. Patricia se rongeait les ongles parfaitement manucurés, détruisant le travail de l'esthéticienne. Claude faisait les 100 pas, répétant mentalement ce qu'il allait dire. Renaud restait debout, les bras croisés, témoin silencieux de tout. Carmen, quant à elle, restait sereine. Elle ouvrit son cabas, prit une banane et commença à l'éplucher calmement. Elle n'avait rien mangé depuis le petit déjeuner et avait besoin d'énergie. Ce geste simple sembla amplifier le malaise des autres. 18 minutes plus tard, le bruit de freinage brusque devant la banque attira l'attention de tous. Par la fenêtre du bureau, ils pouvaient voir 3 berlines noires de luxe se garer en double file, bloquant une partie de l'avenue. Des gardes du corps en costume sortirent les premiers, ouvrant les portières. Et puis, elle apparut. Marianne Dubois avait 47 ans. Des cheveux noirs attachés en un chignon impeccable, un tailleur bleu marine qui coûtait plus que le salaire mensuel de n'importe quel employé de cette agence. Ses escarpins loup-boutin claquaient sur le sol avec autorité. Elle portait des lunettes de vue à monture fine et dorée, qui lui donnaient un air encore plus imposant. 2 assistantes la suivaient, portant des tablettes et des dossiers. La directrice générale entra dans la banque comme un ouragan élégant. Le hall entier s'arrêta. Les clients interrompirent leurs transactions. Les employés se figèrent. Elle ne regarda même pas sur les côtés, demandant simplement à la première personne qu'elle vit. Le bureau du directeur. Quelqu'un le lui indiqua et elle s'y dirigea. Ses assistantes 2. Pas derrière. Quand la porte du bureau s'ouvrit, tous à l'intérieur se levèrent automatiquement, sauf Carmen qui resta assise. « Maman », dit Marianne, et toute la dureté de son visage disparut un instant. Elle traversa la pièce et serra Carmen dans ses bras avec précaution, comme si elle étreignait quelque chose de précieux et de fragile. « Tu vas bien ?»« Je vais bien, ma fille. »« Maintenant ?»« Oui. » Marianne s'écarta, vérifia que sa mère allait vraiment bien, puis se tourna vers les autres. Son visage redevint un masque d'autorité froide. « Monsieur le directeur Claude Martin, je présume. »« Oui, madame, répondit-il, la voix rauque. Et voici les employés Jessica Lefebvre et Patricia Moreau. » Les 2 hochèrent la tête, incapables de parler. « Et vous êtes ?» demanda Marianne à Renaud. « Renaud Diallo, agent de sécurité, madame. Je suis ici parce que j'ai tenté d'intervenir quand j'ai remarqué ce qui arrivait à madame Carmen. » Marianne acquiesça. « Vous restez. Les autres, vous pouvez commencer à m'expliquer comment une cliente, n'importe quelle cliente, peut attendre 4 heures dans une agence bancaire sans être servie. »« Madame la directrice, commença Claude, il y a eu une faille de communication. »« Une faille de communication ?» répéta Marianne d'un ton dangereusement bas. « Ma mère est arrivée ici à 10 heures du matin. Il est maintenant 14h40. 4h40. Ce n'est pas une faille de communication. C'est de la négligence. C'est de la discrimination. Les employés ne savaient pas qui elle était, tenta Claude. Et aurait-elle dû le savoir pour la traiter avec respect ? Coupa Marianne. C'est exactement ça le problème. Vous ne traitez bien que ceux qui semblent avoir de l'argent, du pouvoir, de l'influence. Quelqu'un qui arrive avec des vêtements simples, portant un cabas, est automatiquement considéré comme moins important, moins digne d'attention, c'est ça ? Ce n'est pas pour ça, commença Jessica, mais sa voix se brisa. Ah non ? Marianne fit un pas vers elle. Alors expliquez-moi pourquoi, selon les registres du système que mon assistante est en train de vérifier, 43 clients ont été servis dans cette agence entre 10 heures et 14 heures. 43. Et ma mère, arrivée à 10 heures pile, n'en faisait pas partie. Une des assistantes de Marianne montra la tablette avec les données. Claude regarda et pâlit encore plus. Il n'y avait aucun moyen de nier les chiffres. Marianne continua. Vous voulez savoir pourquoi ma mère était ici aujourd'hui ? Je vais vous le dire. Elle agissait en tant que cliente mystère. Cliente mystère ? Répéta Claude, confus. Oui, c'est un programme que j'ai mis en place il y a 6 mois dans toutes les agences de la région. Nous engageons des gens ordinaires, d'apparences diverses, d'âges différents, de classes sociales variées, pour tester notre service client, pour vérifier si nous remplissons vraiment notre mission de banque inclusive et humanisée. Et ma mère, généreusement, s'est portée volontaire pour quelques tests. Carmen but une autre gorgée d'eau,
observant les réactions. Marianne poursuivit. « Ce n'était pas sa première visite. Ces 3 dernières semaines, ma mère a visité 5 agences différentes. 4 l'ont merveilleusement bien traitée. Une l'a traitée comme vous l'avez traitée aujourd'hui. Devinez laquelle ?» Personne ne répondit. « Exactement. Cette agence. L'agence modèle des Champs-Élysées. Celle qui devrait être une référence en matière d'excellence de service. Et vous savez ce que ma mère a découvert ? Que vous êtes excellent pour servir les cadres, les entrepreneurs, les clients premium. Mais quand quelqu'un de simple arrive, quelqu'un qui ne semble pas avoir d'argent, le traitement change complètement. » Patricia se mit à pleurer ouvertement. Jessica gardait les yeux baissés, les mains tremblantes. Claude semblait avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. Marianne ouvrit son propre dossier et en sortit quelques documents. Voici les rapports des autres visites. Ici, les témoignages d'autres clients mystères qui sont passés par cette agence. Le schéma est clair. Discrimination basée sur l'apparence. Priorisation des clients qui semblent avoir plus de ressources. Manque de respect systématique envers les personnes âgées, les gens simples, les travailleurs manuels. Marianne se dirigea vers la fenêtre du bureau, observant l'agitation des Champs-Élysées en contrebas. Le silence dans la pièce était suffocant. Quand elle se retourna, son visage était encore plus sérieux. « Vous savez quelle est la mission de la Banque nationale française ?» demanda-t-elle, mais sans attendre de réponse. « Servir tous les Français avec dignité et respect, indépendamment de leur origine, de leur classe sociale ou de leur apparence. Cette mission est affichée dans chaque agence, sur chaque support institutionnel, dans chaque formation que vous suivez. Mais apparemment, ce ne sont que de belles paroles sur un mur. »« Madame la directrice, je peux expliquer, » tenta Claude une fois de plus, mais elle leva la main, le faisant taire. « Vous aurez votre chance de vous expliquer, vous tous. Mais pas ici. Demain, à 9 h du matin, je vous veux tous au siège central, salle de réunion du 12e étage. Il y aura une audience formelle avec le département des ressources humaines, le service de médiation et la direction de l'éthique. Chacun d'entre vous témoignera de ce qui s'est passé aujourd'hui. » Jessica sanglota plus fort. Patricia essuyait ses larmes du dos de ses mains, étalant encore plus son maquillage. Claude hocha la tête mécaniquement, comme un automate. « Mais avant cela, » continua Marianne, « je veux que vous régliez le problème de ma mère maintenant, immédiatement. Ces prélèvements indus qu'elle a mentionnés. Je veux voir le relevé, je veux voir les frais, et je veux voir tout être remboursé dans les 5 prochaines minutes. » Claude se précipita presque vers l'ordinateur. Ses doigts tapèrent frénétiquement, ouvrant des écrans, vérifiant des écritures. Carmen se leva et s'approcha du bureau, pointant les montants qu'elle ne reconnaissait pas. « Là, ces frais de tenue de compte. Ceux-là pour une carte additionnelle que je n'ai jamais demandée, et cette assurance que je n'ai jamais souscrite. » Marianne observait par-dessus l'épaule du directeur. Claude, en sueur froide, confirmait chaque irrégularité. « Comment est-ce arrivé ?» murmura-t-il, plus pour lui-même. « Je vais vous dire comment c'est arrivé, » répondit Marianne. « C'est arrivé parce que vous avez des objectifs de vente de produits abusifs. C'est arrivé parce que quelqu'un dans cette agence ou au centre d'appel a décidé de fourguer des services à une cliente âgée qui ne poserait probablement pas de questions. C'est arrivé parce qu'il existe une culture du profit à tout prix, sans se soucier de l'éthique. » Claude ne répondit pas, continuant simplement à traiter les remboursements. 540 € de prélèvements indus accumulés au cours des 6 derniers mois. Pour quelqu'un qui vivait avec une retraite à peine supérieure au SMIC, c'était une fortune. « Voilà », dit-il en tournant l'écran pour que Carmen puisse voir. « Tous les montants ont été remboursés. L'argent sera disponible sur le compte de madame d'ici 2 heures. » Carmen vérifia attentivement, prit le reçu qu'il imprima et le rangea dans son sac. Marianne posa la main sur l'épaule de sa mère. « On s'en va, maman. Tu es restée bien trop longtemps dans cet endroit. » Avant de partir, Marianne se tourna une dernière fois vers les employés. « Demain, 9 h, ne soyez pas en retard. Vos carrières en dépendent. » Mère et fille sortirent du bureau ensemble. Le hall de l'agence restait silencieux. Tous les employés et clients avaient compris que quelque chose de grave se passait. Quand ils virent la directrice générale régionale sortir avec la dame à la robe simple qui avait attendu des heures, les chuchotements commencèrent. Marianne conduisit sa mère jusqu'à la voiture, une berline noire aux vitres teintées. Le chauffeur ouvrit la portière arrière et Carmen monta, tenant toujours son cabas. Marianne monta, de l'autre côté.
« Maman, je suis désolée de t'avoir demandé de faire ça, » dit Marianne dès que la voiture démarra. « Tu n'as pas à t'excuser, ma fille. C'était important. J'ai vu de mes propres yeux comment les gens sont traités quand ils n'ont pas de pouvoir. N'empêche, je n'aurais pas dû te laisser subir ça. » Carmen prit la main de sa fille. « J'ai vécu des choses bien pires dans ma vie, tu sais. Tu te souviens quand tu étais petite et que je nettoyais des bureaux la nuit pour payer tes cours particuliers? Tu te souviens quand ton père nous a quittés et que j'ai dû cumuler 3 emplois pour te garder à l'école? Ce qui s'est passé aujourd'hui, ce n'était qu'une journée de plus. » Marianne sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle les retint. C'était exactement pour ça qu'elle était arrivée là où elle était. Pour que sa mère n'ait plus jamais à subir d'humiliation. Pour qu'elle puisse vivre dans la dignité. « Tu veux rentrer à la maison ou tu préfères déjeuner avant ?» demanda Marianne. « Allons déjeuner. J'ai faim et cette banane n'a pas suffi. » Elles allèrent dans un restaurant élégant de Saint-Germain-des-Prés. Un endroit que Carmen trouverait normalement intimidant, mais Marianne insista. Elle voulait choyer sa mère après ce qu'elle avait enduré. Pendant le déjeuner, elles parlèrent de choses et d'autres, de la famille, des petits-enfants. Mais l'esprit de Marianne travaillait déjà sur la suite. Ce soir-là, dans son luxueux appartement du 16e arrondissement, Marianne s'assit dans son bureau personnel et commença à examiner tous les rapports des clients mystères des dernières semaines. Pas seulement ceux de sa mère, mais ceux de dizaines d'autres personnes engagées pour le programme. Les chiffres étaient troublants. Sur les 50 agences testées dans la région parisienne, 13 présentèrent des schémas clairs de discrimination. Un traitement différencié basé sur l'apparence, une attente délibérément prolongée pour les clients semblant plus simple, une impolitesse voilée ou explicite. L'agence des Champs-Élysées était l'une des pires, mais elle n'était pas la seule. Marianne prit des notes, surligna les cas les plus graves, prépara des présentations. La réunion du lendemain ne serait que le début. Elle prévoyait une refonte complète de la culture du service client dans toutes les agences sous sa responsabilité. Pendant ce temps, dans la modeste maison de Carmen à Montparnasse, la vieille dame préparait son simple dîner. Du riz, des haricots verts, un œuf au plat. Elle s'assit seule à table comme elle le faisait tous les soirs depuis son veuvage 15 ans plus tôt. La télévision dans le salon diffusait le journal, mais elle n'y prêtait pas attention. Elle pensait à la journée qu'elle avait eue. Elle pensait à ce qu'elle avait ressenti en étant ignorée, traitée comme invisible. Elle pensait à combien d'autres personnes subissaient cela tous les jours, mais n'avaient pas une fille directrice générale à appeler. Combien de personnes âgées, de pauvres, de travailleurs simples étaient humiliées en silence. Elle avait élevé Marianne seule, avec sacrifice et amour. Elle avait travaillé comme femme de ménage, cuisinière, lingère, tout ce qui payait les factures. Elle n'avait jamais fait d'études universitaires, n'avait jamais eu de poste important. Mais elle avait donné à sa fille toutes les opportunités qu'elle-même n'avait jamais eues. Et Marianne avait saisi chacune d'entre elles. Carmen sourit en se souvenant de sa fille petite, étudiant à la lueur des bougies quand l'électricité était coupée parce qu'elle n'avait pas payé la facture. Elle se souvint de Marianne adolescente, obtenant une bourse complète pour étudier dans un lycée privé. Elle se souvint de sa remise de diplôme en gestion, puis de son MBA, puis de son ascension fulgurante dans le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, Marianne était l'une des dirigeantes les plus respectées du secteur bancaire français. Mais pour Carmen, elle n'était que la petite fille qui appelait encore tous les jours, qui insistait pour payer une meilleure mutuelle à sa mère, qui venait toujours déjeuner le dimanche. Le téléphone sonna. C'était Marianne. « Allô, maman, bien dormi ?»« Je ne dors pas encore, ma chérie, je suis en train de dîner. J'ai trop mangé ce midi. J'ai juste pu boire une tisane tout à l'heure. Maman, je voulais te prévenir, demain va être une journée chargée. Je vais devoir prendre des décisions difficiles. Je sais, ma fille, fais ce que tu as à faire. Tu es sûre que ça va? Tu ne m'en veux pas de t'avoir demandé de faire ce test? » Carmen rit doucement. « Ma chérie, je me suis portée volontaire, tu te souviens? Tu ne voulais même pas que ce soit moi. Tu étais inquiète, mais j'ai insisté, et j'ai bien fait. Ces gens ont besoin d'apprendre une leçon. Ils vont l'apprendre, je te le promets. Ne sois pas trop dure, ma fille. Souviens-toi que tu as aussi été jeune et que tu as fait des erreurs. Maman, ce qu'elles ont fait n'était pas une erreur. C'était de la cruauté délibérée. Mais je serai juste. Promis. » Elles se dirent au revoir,
et Carmen termina son dîner. Avant de dormir, elle s'agenouilla au pied de son lit, comme chaque soir, et pria. Elle remercia pour ses bénédictions, demanda protection pour sa fille et ses petits-enfants, et demanda la sagesse pour toutes les personnes impliquées dans ce qui allait suivre. Le lendemain matin, un mardi nuageux se leva sur Paris. Claude se réveilla à 5 heures, incapable de se rendormir. Sa femme sentit son agitation. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-elle, ensommeillée. « Cette réunion aujourd'hui. Je crois que je vais être virée. »« Tu n'en sais rien. C'est peut-être juste une réprimande. » Claude secoua la tête. « Tu n'as pas vu son visage. La directrice générale. Elle était furieuse, et à juste titre. J'ai été un idiot. » Il se leva, prit une longue douche, choisit son plus beau costume. S'il devait être licencié, au moins il partirait, avec dignité. Il prit un café sans appétit et quitta la maison 2 heures avant l'heure. Jessica se réveilla tôt aussi, mais pour une autre raison. Elle avait passé la nuit blanche, à pleurer, à repasser chaque instant de la veille. Sa mère, avec qui elle vivait dans un appartement aux Batignolles, avait tenté de la consoler. « Ma chérie, tout le monde fait des erreurs. Tu vas surmonter ça. »« Mais maman, j'ai été horrible avec cette dame. J'ai ri d'elle. Je l'ai ignorée. Je l'ai traitée comme un déchet. Et c'était la mère de la DG. La mère de la DG. Sa mère savait que ce n'était pas seulement la peur de perdre son emploi. C'était la honte, la mauvaise conscience. Jessica se regarda dans le miroir et n'aima pas la personne qu'elle y vit. Patricia eut une nuit tout aussi difficile. Elle vivait seule dans un studio à Oberkampf, payée par son salaire de la banque et quelques extras qu'elle faisait en vendant des produits financiers. Si elle était licenciée, elle ne pourrait pas payer le loyer. Elle devrait retourner chez ses parents en province. Elle devrait admettre qu'elle avait échoué dans la capitale. Elle arriva au siège de la banque à 8h40, 20 minutes avant la réunion. Claude était déjà là, assis sur une chaise dans la réception du 12e étage. Jessica arriva 5 minutes plus tard. Les trois se regardèrent, mais ne se parlèrent pas. Qu'y avait-il à dire? À 9 heures pile, ils furent appelés. La salle de réunion était vaste, avec une immense table ovale en bois sombre. D'un côté était assis Marianne Dubois, le directeur des ressources humaines, Ricardo Campos, la représentante du service de médiation Anaïs Costa et le directeur de l'éthique et de la conformité, Fernando Mendes. De l'autre côté, 3 chaises vides attendaient les convoqués. « Asseyez-vous » dit Marianne d'une voix neutre. Ils obéirent. La réunion commença avec une froide formalité qui soulignait la gravité de la situation. Ricardo Campos, le DRH, un homme d'environ 55 ans aux cheveux grisonnants et aux lunettes de lecture pendantes sur son cou, ouvrit un épais dossier rempli de documents. « Ceci est une réunion formelle d'enquête disciplinaire », annonça-t-il d'une voix grave. « Tout ce qui sera dit ici est enregistré à des fins d'archivage interne. Vous avez le droit de vous expliquer, de présenter votre version des faits et de demander une représentation syndicale si vous le souhaitez. Quelqu'un souhaite-t-il faire l'une de ces demandes avant que nous commencions ?» Les trois secouèrent la tête négativement. Ils étaient résignés à ce qui allait arriver. Marianne gardait une expression impénétrable, les mains croisées sur la table. À côté d'elle, Anaïs Costa, une femme noire d'une 40aine d'années, avec de longues tresses attachées en queue de cheval, ouvrit son propre ordinateur portable. « Commençons par les faits, dit Anaïs. Hier, le 3 août, à 10 heures du matin, Madame Carmen Dubois est entrée dans l'agence des Champs-Élysées pour régler un problème légitime sur son compte bancaire. Des prélèvements indus qui avaient déjà été signalés par téléphone sans résolution. Correct jusqu'ici ? » Silence. Puis Claude répondit. « Correct. Madame Carmen a été initialement reçue par les chargés d'accueil Jessica Lefebvre et Patricia Moreau. Que s'est-il passé lors de ce premier contact ?» Jessica déglutit. « Elle a demandé de l'aide pour les prélèvements. J'ai pris ses documents et je lui ai demandé d'attendre. Et quel temps d'attente estimé lui avez-vous communiqué ?» Jessica baissa les yeux. « Je n'ai pas communiqué de temps spécifique. »« Pourquoi ?» demanda Anaïs. « Parce qu'il y avait du monde. Beaucoup de monde. » Fernando Mendes, le directeur de l'éthique, un homme mince aux lunettes à monture épaisse, intervint. Selon les registres du système, entre 10 heures et 14 heures, 43 clients ont été servis dans cette agence. Madame Carmen n'en faisait pas partie, bien qu'elle soit arrivée au début de cette période.
Comment est-ce possible s'il y avait tant de monde? Patricia tenta de répondre. Certains clients avaient rendez-vous. 43 rendez-vous en 4 heures? Questionna Fernando avec un scepticisme évident. Nous avons les registres ici. Seuls 17 étaient des rendez-vous confirmés. Les 26 autres étaient des clients de passage, c'est-à-dire des personnes arrivées sans heure marquée, tout comme Madame Carmen. Le silence pesa de nouveau dans la pièce. Jessica et Patricia savaient qu'il n'y avait aucun moyen d'échapper aux chiffres. Marianne prit enfin la parole, sa voix coupant l'air comme de la glace. « Je vais poser une question directe et j'attends une réponse honnête. Pourquoi avez-vous laissé ma mère attendre pendant que vous serviez d'autres personnes arrivées après elle ?» Jessica se remit à pleurer, mais Patricia, rassemblant un courage désespéré, décida d'être honnête. Parce qu'elle avait l'air d'une personne simple, avec de vieux vêtements et un cabas. Nous avons pensé que ce n'était pas une cliente importante. La salle resta dans un silence absolu pendant de longues secondes. Ricardo Campos ferma les yeux en secouant la tête. Anaïs prenait des notes furieusement sur son ordinateur. Fernando ajusta ses lunettes, incrédule. Marianne respira profondément avant de continuer. « Vous admettez donc avoir discriminé ma mère sur la base de son apparence, sur la base de la supposition qu'elle n'avait pas assez d'argent ou d'importance pour mériter votre attention. » Patricia hocha la tête, des larmes coulant enfin sur son visage. « Oui, c'est ce que nous avons fait, et je sais que c'était horrible. Je le sais. » Jessica sanglota. « Nous avons eu tort, très tort. On a fait des commentaires sur son sac, on a ri, on a fait des blagues. C'était cruel. Il n'y a pas d'excuse. » Claude restait silencieux, mais son tour approchait. Marianne se tourna vers lui. « Et vous, directeur Claude Martin, quand ma mère a enfin réussi à vous parler après 4 heures d'attente, comment avez-vous réagi ?» Claude prit une profonde inspiration. « J'ai regardé son compte dans le système. J'ai vu que c'était un vieux compte, mais sans grand mouvement, sans investissement significatif. Et moi, à tort, j'ai minimisé son problème. J'ai dit qu'elle exagérait. J'ai insinué qu'elle n'avait pas d'engagements importants parce qu'elle était retraitée. Et quand elle a dit qu'elle parlerait à la direction, qu'avez-vous fait ?» continua Marianne. J'ai ri. Je me suis moqué d'elle. Je lui ai demandé comment elle parviendrait à accéder à la haute direction de la banque, répondit Claude, la voix étranglée. C'est la chose la plus stupide et la plus arrogante que j'ai jamais faite dans ma carrière. Ricardo. Campos prit la parole. Directeur Martin, vous êtes conscient qu'en tant que chef de l'agence, vous aviez la responsabilité de garantir que tous les employés suivent les protocoles d'accueil humanisés. À combien de formations sur ce sujet avez-vous participé ces 2 dernières années? Claude réfléchit. 5, peut-être 6. 6 formations, répéta Ricardo. Dans chacune d'elles, il a été souligné que la discrimination, basée sur l'apparence, la classe sociale, l'âge ou tout autre facteur est inacceptable et passible de licenciement pour faute grave. Vous avez signé une charte d'engagement après chaque formation. Correct? Correct, admis. Claude? Fernando Mendes ouvrit un autre document. Outre l'incident d'hier, nous avons d'autres rapports. 3 clients mystères ont visité votre agence ces 6 dernières semaines. 2 ont été traités correctement. Une dame de 63 ans habillée simplement, a rapporté une expérience similaire à celle de Madame Carmen. Attente prolongée, accueil sec, priorisation de clients apparemment plus aisés. En avez-vous connaissance? Claude secoua la tête. Non, je n'en avais pas connaissance. En tant que directeur, il est de votre devoir de surveiller la qualité de l'accueil, le réprimanda Fernando. Votre négligence a permis qu'une culture discriminatoire s'installe dans votre équipe. Anaïs intervint. J'aimerais également aborder la question des prélèvements indus. Madame Carmen a signalé 540 € de frais non autorisés accumulés en 6 mois. Comment cela s'est-il produit? Claude soupira. Probablement des ventes forcées faites par le centre d'appel ou par l'agence elle-même. Nous avons des objectifs de vente de produits très agressifs. Parfois, les employés finissent par proposer des services de manière insistante ou même par les activer sans le consentement clair du client. Et vous, en tant que directeur, surveillez-vous ces pratiques? Demanda Anaïs. Pas autant que j'aurais dû, admit Claude. J'étais concentré sur l'atteinte des objectifs. Vous avez donc privilégié les chiffres au détriment de l'éthique, conclut Anaïs. Oui, je l'ai fait.
Marianne se leva et se dirigea vers la fenêtre. De là-haut, elle pouvait voir toute la ville s'étendre devant elle. Des millions de personnes, chacune avec son histoire, ses luttes, sa dignité. Et dans les banques de cette ville, combien étaient traités comme sa mère l'avait été? Elle se retourna. « Vous savez pourquoi j'ai créé le programme de clients mystères ?» demanda-t-elle, mais elle continua sans attendre de réponse. « Parce que les chiffres mentent, les enquêtes de satisfaction mentent. Les gens ont peur de se plaindre, peur des représailles, peur de ne pas être entendus. J'avais donc besoin de voir la vérité de mes propres yeux, ou plutôt, à travers les yeux de gens ordinaires que vous ne reconnaîtriez pas comme importants. » Marianne retourna à la table. « Ma mère n'est pas seulement ma mère. Elle est la représentation de millions de Français qui entrent chaque jour dans des agences bancaires et sont invisibles pour vous. Ce sont les femmes de ménage, les livreurs, les retraités, les artisans. Des gens qui soutiennent ce pays par leur labeur, mais qui sont traités comme des citoyens de seconde zone, parce qu'ils ne portent pas de costume ou de mallette de cadre. » Jessica pleurait ouvertement maintenant. Patricia avait le visage caché dans ses mains. Claude fixait la table. Ricardo Campos prit 3 enveloppes séparées. Après analyse des faits, des témoignages et des preuves présentées, le département des ressources humaines, en collaboration avec le service de médiation et le département de l'éthique et de la conformité, est parvenu aux conclusions et décisions suivantes. Il ouvrit la première enveloppe. Jessica Lefebvre et Patricia Moreau, pour violation directe et grave du code d'éthique et de conduite de l'institution, pour discrimination avérée basée sur l'apparence et la classe sociale, et pour un comportement ayant porté atteinte à l'image de la banque, vous êtes licenciés pour faute grave avec effet immédiat. Les 2 jeunes femmes se mirent à sangloter de manière incontrôlable. Jessica tenta de parler. « S'il vous plaît, j'ai besoin de ce travail. J'ai des factures à payer. » « Nous en avons tous, » répondit Ricardo sans émotion. Il fallait y penser avant d'humilier une cliente âgée. Il ouvrit la 2e enveloppe. Directeur, Claude Martin. Bien que votre conduite ait été tout aussi grave, nous considérons qu'une partie de la responsabilité incombe à la pression des objectifs et à la culture d'entreprise que vous avez contribué à perpétuer, mais qui vous a également été imposée. Par conséquent, vous ne serez pas licencié, mais vous serez rétrogradé. Vous perdrez votre poste de direction et serez transféré à une fonction administrative sans encadrement d'équipe, avec une réduction de salaire correspondante. De plus, vous serez obligé de suivre un programme intensif de recyclage éthique et humaniste de 3 mois avant de pouvoir postuler à nouveau à un poste de direction. Claude hocha lentement la tête. C'était plus qu'il ne méritait et il le savait. Marianne ajouta « Je tiens à préciser que ces décisions ne sont pas personnelles. Elles sont institutionnelles. Si ce n'avait pas été ma mère, si ça avait été n'importe quel autre client mystère ou n'importe quel client réel, les conséquences auraient été les mêmes. Nous ne pouvons pas avoir une culture du respect à moitié. Soit elle est intégrale, soit elle n'existe pas. » Anaïs ferma son ordinateur portable. Les employés ont jusqu'à la fin de la journée pour récupérer leurs effets personnels à l'agence. Elles le feront accompagnées par un agent de sécurité et un représentant des RH. Le directeur Martin aura 1 semaine pour assurer la transition de ses responsabilités avant de prendre ses nouvelles fonctions. La réunion était terminée. Jessica et Patricia sortiraient les premières, anéanties. Claude resta un instant de plus. « Madame la directrice, » dit-il avant de partir, « je voulais juste m'excuser. Pas auprès de vous, car je ne mérite pas votre temps, mais auprès de votre mère. J'ai été cruel et arrogant avec elle, et elle ne méritait rien de tout cela. » Marianne le fixa. « Vous aurez l'occasion de vous excuser auprès d'elle personnellement. Cela fera partie de votre processus de recyclage. Mais pour l'instant, sortez et réfléchissez au type de leader que vous voulez être à l'avenir. » Claude sortit. Quand la porte se referma, Ricardo commenta. « Tu as été dur mais juste. »« Pas assez dur, » répondit Marianne. « Mais je dois équilibrer la justice avec une chance de rédemption. Les employés ont franchi une ligne qui ne peut être pardonnée institutionnellement. Elles devront apprendre cette leçon ailleurs. Claude peut encore l'apprendre ici. » Fernando acquiesça. « Et pour l'agence, quelle est la prochaine étape ?» Marianne avait déjà tout planifié. « Nous allons mettre en œuvre des changements immédiats. Premièrement, un nouveau directeur.
quelqu'un avec une expérience avérée en gestion humanisée. Deuxièmement, une nouvelle formation complète de toute l'équipe de l'agence, non seulement sur les protocoles, mais sur l'empathie réelle. Troisièmement, l'installation d'un système d'évaluation anonyme où les clients peuvent signaler la discrimination en temps réel. Et quatrièmement, une augmentation de la fréquence des visites de clients mystères. Anaïs ajouta « Je suggère également que cette agence devienne pilote pour un programme plus large de transformation culturelle. Si nous parvenons à changer la culture, là-bas nous prouverons que c'est possible partout. » « Approuvé, dit Marianne, mettez-vous au travail. » Les 3 mois suivants furent une période de transformation intense. L'agence des Champs-Élysées devint le laboratoire d'une nouvelle culture de service que Marianne envisageait pour toute la banque. Un nouveau directeur fut nommé, Paul-Henri Almeida, un homme de 42 ans qui s'était distingué dans une agence de la banlieue parisienne précisément pour traiter tous les clients avec une égale dignité, peu importe combien d'argent ils avaient. Paul-Henri arriva avec une mission claire, reconstruire la confiance, rééduquer l'équipe et prouver qu'il était possible d'être rentable sans être prédateur. Les premiers jours, il réunit tous les employés et raconta l'histoire de ce qui s'était passé, non pas pour leur faire honte, mais pour qu'ils comprennent la gravité et ne répètent jamais les erreurs. L'histoire de la dame qui avait été humiliée et s'était révélée être la mère de la DG se répandit rapidement dans tout le système bancaire. Elle devint une légende urbaine, un sujet de conversation dans les afterworks, un thème de formation. Certains détails furent exagérés, d'autres minimisés, mais l'essence demeura, ne jamais juger un client sur son apparence. Jessica et Patricia, après leur licenciement, firent face à des réalités très différentes. Jessica retourna vivre chez ses parents à Saint-Denis. Elle trouva un emploi dans une boutique de vêtements d'un centre commercial, gagnant moins de la moitié de ce qu'elle gagnait à la banque. Les premiers jours furent d'une honte profonde. Elle évitait de regarder les clientes dans les yeux, surtout les plus âgées et les plus simples. Ce fut une dame d'environ 70 ans, entrée dans la boutique à la recherche d'une robe pour le mariage de sa petite fille, qui força Jessica à affronter ses démons. La vieille dame était humble, vêtue simplement, et Jessica sentit un pincement au cœur en la voyant. Automatiquement, son ancien conditionnement voulut la juger, mais elle se força à s'arrêter. « Je peux vous aider, madame ?» demanda Jessica, avec une gentillesse sincère. « Je cherche quelque chose de joli, mais pas trop cher, » répondit la dame timidement. « C'est pour le mariage de ma petite fille. » Jessica passa l'heure suivante à aider cette dame. Elle lui montra des options, suggéra des associations, la complimenta lorsque la vieille dame essaya une robe bleu clair qui lui allait à ravir. Lorsque la vente fut conclue, la dame la remercia les larmes aux yeux. « Vous êtes très gentille, mademoiselle. Toutes les vendeuses ne traitent pas les gens comme moi avec autant de chaleur. » Jessica sentit une boule dans sa gorge. « C'est le moins que je puisse faire, madame. Vous méritez le respect, comme tout le monde. » Quand la vieille dame partit, Jessica s'enferma dans les toilettes de la boutique et pleura. Elle pleura pour la femme qu'elle était devenue, pleura pour Madame Carmen qu'elle avait humiliée, pleura pour la chance perdue. Mais elle pleura aussi de soulagement, car elle réalisa qu'il était encore temps de changer, d'être une meilleure personne. Patricia eut un parcours encore plus difficile. Ne trouvant pas rapidement d'emploi formel, elle commença à travailler comme vendeuse de cosmétiques à son compte. Elle faisait du porte-à-porte, faisait face à des rejets quotidiens, ressentait dans sa chair ce que c'était que d'être invisible pour les gens. Un après-midi, elle sonna à la porte d'un appartement luxueux. Une femme élégante ouvrit, toisa Patricia de haut en bas avec dédain et dit « Je n'achète rien aux démarcheurs », et elle lui claqua la porte au nez. Patricia resta plantée dans le couloir, sentant l'humiliation la brûler, et puis elle comprit. C'était exactement ce qu'elle avait fait à Madame Carmen, jugée, méprisée, rabaissée. Les larmes vinrent, mais avec elles, une détermination. Elle ne serait pas définie par le pire moment de sa vie. Elle allait se reconstruire, en une meilleure personne, une meilleure professionnelle. Pendant ce temps, Claude suivait le programme de recyclage le plus intense de sa vie. 3 mois d'atelier sur l'éthique, l'empathie, le leadership humanisé. Il fut obligé de travailler 1 semaine comme caissier pour ressentir la pression des employés de première ligne. Il fut obligé d'accompagner des clients en situation de vulnérabilité pour comprendre leur réalité.
La partie la plus difficile fut lorsqu'il dut écrire une lettre d'excuse formelle à Madame Carmen. Il passa des jours à la rédiger, la déchirer, la recommencer. Comment demander pardon pour tant d'arrogance, tant de préjugés? Finalement, il écrivit quelque chose d'honnête et le remit au département des RH, qui le transmit à Marianne. La directrice générale lut la lettre dans son bureau. Elle était sincère, sans justification facile, sans tentative de se victimiser. Claude assumait l'entière responsabilité et demandait pardon non pas pour être absous, mais parce qu'il reconnaissait avoir gravement fauté. Marianne apporta la lettre à sa mère un dimanche midi. Carmen la lut en silence, ses lunettes de lecture posées sur le bout de son nez. Quand elle eut terminé, elle plia soigneusement le papier. « Il semble sincère », commenta-t-elle. « Il le semble », acquiesça Marianne. « Mais seul le temps dira si c'est un vrai changement ou juste une culpabilité passagère. »« N'empêche, j'accepte ses excuses », dit Carmen. « Tout le monde mérite une chance de recommencer. »« Tu es trop généreuse, maman. » Carmen sourit. « Je ne suis pas généreuse. Je suis juste réaliste. Garder de la rancune ne blesse pas celui qui nous a fait du mal, ça nous blesse nous. Je lui pardonne, mais j'espère qu'il sera meilleur à l'avenir. » Les semaines se transformèrent en mois. L'agence des Champs-Élysées commença à montrer des résultats surprenants, contre toute attente des sceptiques qui pensaient qu'un service humanisé nuirait au profit. L'agence vit ses chiffres s'améliorer. La satisfaction des clients augmenta, les réclamations chutèrent drastiquement et, curieusement, les ventes de produits augmentèrent. Paul-Henri expliquait le phénomène lors de réunions avec d'autres directeurs. Quand vous traitez les gens avec respect, ils vous font confiance. Et quand ils ont confiance, ils achètent. C'est aussi simple que ça. Nous n'avons pas besoin de leur vendre des produits de force. Nous devons offrir de vraies solutions à de vrais besoins. Marianne suivait tout de près. Elle visitait l'agence à l'improviste, observait les entretiens, discutait avec les clients dans la file d'attente. Elle-même s'habillait plus simplement lors de certaines visites, testant si la leçon avait été vraiment intégrée. Et la plupart du temps, elle était satisfaite de ce qu'elle voyait. Mais elle savait que le travail était loin d'être terminé. Une agence transformée n'était qu'une victoire. Elle en avait des dizaines d'autres sous sa responsabilité. Le programme de clients mystères fut étendu. Plus de personnes furent engagées, de profils et d'origines divers. Des personnes âgées, des jeunes de banlieue, des personnes en situation de handicap, des travailleurs précaires. Tous entraient dans les agences et testaient l'accueil. Les résultats étaient compilés mensuellement. Les agences aux mauvais résultats faisaient l'objet d'une intervention immédiate. Les directeurs étaient convoqués, les équipes reformées, certains employés licenciés lorsque la discrimination était flagrante et répétée. Les agences performantes recevaient une reconnaissance publique et des primes. La transformation ne fut ni facile ni rapide, mais elle fut réelle. Les anciens employés, habitués à la vieille culture, résistaient. Certains démissionnaient, préférant travailler dans des institutions où ils pouvaient conserver leurs préjugés. D'autres, à contre-cœur au début, commençaient à réaliser que traiter tout le monde avec dignité n'était pas seulement la bonne chose à faire, mais rendait aussi le travail plus gratifiant. 3 mois après l'incident, par une matinée ensoleillée de mai, Carmen retourna à l'agence des Champs-Élysées. Pas par nécessité bancaire cette fois, mais parce que Marianne le lui avait demandé. Il y avait une inauguration symbolique de la nouvelle culture, un événement interne pour célébrer la transformation. Quand Carmen entra, vêtue de la même robe simple que Laure, de cette matinée fatidique de février, et portant délibérément un cabas, l'ambiance était complètement différente. La chargée d'accueil, une jeune femme noire nommée Aline qui venait d'être embauchée, lui sourit sincèrement. « Bonjour, madame. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ? » « Je suis venue en visite. Ma fille travaille ici, » répondit Carmen avec un sourire en coin. « C'est super. Elle sera contente de vous voir. Vous voulez que je prévienne quelqu'un ? » « Ce n'est pas la peine, ma chère. Je vais juste jeter un œil. » Carmen se promena dans le hall. Elle observa les employés servir des clients de toutes sortes. Un monsieur en bleu de travail, visiblement sorti d'un chantier, traitait avec la même attention qu'un cadre en costume. Une dame avec un sac de courses, aidée patiemment par un jeune employé qui lui expliquait des options d'investissement adaptées à sa réalité. Renaud, l'agent de sécurité, était là.
Quand il vit Carmen, ses yeux s'illuminèrent. Il s'approcha. « Madame Carmen, quel plaisir de vous revoir, et dans de bien meilleures circonstances cette fois. »« Bonjour Renaud, je vois que vous êtes toujours là. »« Oui, et maintenant je travaille dans un endroit dont je suis fier. »« Les choses ont beaucoup changé, vous n'imaginez pas. »« Si, j'imagine, dit Carmen en regardant autour d'elle. « Vous avez contribué à ce changement. C'est vous qui avez essayé de me défendre ce jour-là. » Renaud rougit un peu. « J'ai juste fait ce qui était juste. » Et parfois, c'est tout ce dont nous avons besoin, des gens qui font ce qui est juste. Paul-Henri, le nouveau directeur, apparut et salua Carmen avec respect. « Madame Carmen, c'est un honneur de vous avoir ici. J'aimerais vous faire visiter l'agence, vous montrer les changements que nous avons mis en place. » Carmen accepta. Paul lui montra le nouveau système de tickets qui priorisait les personnes âgées et à mobilité réduite, mais garantissait un service équitable pour tous. Il lui montra le tableau d'évaluation où les clients pouvaient anonymement noter chaque entretien. Il lui montra la salle de repos des employés où ils avaient installé des phrases de motivation sur l'empathie et le respect. Le changement le plus symbolique se trouvait sur le mur principal du hall. Une grande plaque disait « Dans cette banque, tout le monde est le bienvenu. Votre dignité ne dépend pas du solde de votre compte. » Juste en dessous, une photo de personnes diverses, de tous âges, couleurs, styles, souriants. Carmen resta quelques minutes à regarder cette plaque. Elle sentit les larmes lui monter aux yeux, mais c'étaient de bonnes larmes. Des larmes de celle qui voit que la souffrance n'a pas été vaine, qu'elle a porté ses fruits. Marianne arriva peu après, venant d'une réunion au siège. Quand elle vit sa mère là, elle s'arrêta à la porte et observa un instant. Sa mère, la femme qui avait nettoyé des sols pour payer son éducation, était en train de changer la culture de l'une des plus grandes institutions financières du pays. « Maman !» appela Marianne en traversant le hall. « Ma chérie !» répondit Carmen en ouvrant les bras pour une étreinte. Elles se serrèrent dans les bras là, au milieu de la banque, sous les regards émus des employés et des clients qui connaissaient l'histoire. Ce fut un moment bref mais puissant. « Qu'en penses-tu » demanda Marianne. « Je pense que tu fais quelque chose d'important. Quelque chose qui va au-delà des chiffres et des profits. J'ai appris de la meilleure, dit Marianne en serrant la main de sa mère. Cet après-midi-là, il y eut une petite cérémonie interne. Marianne fit un discours émouvant à l'équipe de l'agence, rappelant ce qui s'était passé 3 mois plus tôt, sans citer de nom ni exposer personne, mais en soulignant clairement la leçon. Le discours de Marianne résonna dans le hall de l'agence, sa voix ferme mais chargée d'émotion. Elle se tenait à côté de sa mère, face à toute l'équipe réunie et à quelques clients spécialement invités pour l'occasion. « Quand j'ai pris mes fonctions de directrice générale régionale il y a 2 ans, dit Marianne, je me suis fait une promesse. J'ai promis que je ne mesurerais pas mon succès uniquement à la croissance du portefeuille ou à l'expansion des agences. Je le mesurerais à l'impact humain que nous parviendrions à générer. Parce qu'une banque n'est pas faite d'argent, elle est faite de personnes, de confiance, de relations. Elle marqua une pause, regardant les visages attentifs devant elle. Il y a 3 mois, cette agence a lamentablement échoué sur ce point. Une cliente a été discriminée, humiliée et ignorée pendant des heures, simplement parce que son apparence ne correspondait pas aux stéréotypes du client de valeur. Cette cliente était ma mère, mais cela aurait pu être la mère, le père, la grand-mère de n'importe lequel d'entre vous. Cela aurait pu être vous-même, un mauvais jour, habillé simplement. Carmen restait à côté de sa fille, les mains jointes devant elle, écoutant attentivement. Sa présence silencieuse avait un poids immense. Marianne continua. Ce qui s'est passé ici était grave, mais ce n'était pas exclusif à cette agence. C'était le symptôme d'une culture qui devait changer dans toute notre institution. Une culture qui valorisait l'apparence plutôt que l'essence, le profit plutôt que l'éthique, les chiffres plutôt que l'humanité. Et j'ai décidé que cela devait cesser. Elle fit un geste vers l'agence rénovée autour d'elle. Vous qui êtes ici aujourd'hui faites partie d'une nouvelle ère. Une ère où le service humanisé n'est pas seulement un slogan sur un mur, mais une pratique quotidienne, où chaque client, peu importe qui il est traité avec la dignité qu'il mérite. Et les résultats prouvent que nous avions raison. Cette agence ne s'est pas seulement améliorée en termes de satisfaction client, mais aussi en termes de performance financière. Parce que les gens retournent là où ils sont bien traités,
parce que la confiance engendre la loyauté. Il y eut des applaudissements spontanés. Paul-Henri, le nouveau directeur, souriait avec une fierté sincère pour son équipe. Aline, la chargée d'accueil, essuyait discrètement une larme. Renaud, l'agent de sécurité, applaudissait vigoureusement. Marianne leva la main, demandant le silence. « Mais je ne suis pas monté ici pour parler seulement de victoire. Je suis monté pour parler de responsabilité continue. La transformation que nous avons entamée ne peut pas s'arrêter. Chaque jour, chaque accueil, chaque interaction est une chance de réaffirmer nos valeurs ou de les trahir. Et je compte sur chacun d'entre vous pour choisir toujours le bon chemin. » Elle regarda sa mère, qui hocha la tête avec un sourire encourageant. « J'aimerais que ma mère dise quelques mots, si elle le souhaite. » Carmen ne s'y attendait pas, mais elle s'approcha du petit micro qu'on avait préparé. Elle s'éclaircit la gorge, un peu nerveuse. Elle n'avait pas l'habitude de parler en public. « Bon, je ne suis pas douée pour les discours comme ma fille, » commença-t-elle, provoquant des rires bienveillants. « Mais je veux dire une chose. Quand je suis entrée ici il y a 3 mois, je me suis sentie invisible. J'ai eu l'impression que ma vie, mon temps, ma dignité n'avaient pas d'importance. Et ça fait mal. Ça fait très mal. Pas parce que je suis la mère d'une DG, mais parce que je suis un être humain. » Elle regarda autour d'elle, se connectant à chaque visage. Chacun d'entre vous a le pouvoir de faire en sorte que quelqu'un se sente important ou invisible. Je sais que votre travail est difficile. Je sais qu'il y a des objectifs, des pressions, des mauvais jours. Mais n'oubliez jamais que de l'autre côté du comptoir, il y a une personne. Une personne avec une histoire, des luttes, une dignité. C'est peut-être une personne qui s'est levée tôt, a pris 2 bus, a économisé sur son déjeuner pour payer les frais de la banque. C'est peut-être une personne qui règle les dernières volontés d'un parent décédé. C'est peut-être une personne qui essaie de reconstruire sa vie après une tragédie. La voix de Carmen devint plus ferme. Traitez chaque personne comme vous aimeriez qu'on traite votre mère, votre grand-mère, votre enfant, parce qu'au final, nous sommes tous pareils. Nous méritons tous le respect. Et la gentillesse ne coûte rien, mais elle vaut tout. Le silence qui suivit fut profond, rompu seulement par des applaudissements émus. Plusieurs employés étaient visiblement touchés. Une jeune employée pleurait ouvertement, et Carmen descendit pour la prendre dans ses bras. Après la cérémonie, alors que les gens se dispersaient, Carmen demanda à faire un tour dans le quartier. Marianne avait d'autres réunions, mais elle annula tout. Ce temps avec sa mère était plus important. Elles marchèrent sur l'avenue des Champs-Élysées, mère et fille, côte à côte. Carmen portait toujours son cabas, maintenant vide, mais qu'elle gardait par symbolisme. Marianne, malgré ses talons hauts et son tailleur de cadre, ralentit le pas pour s'adapter à celui de sa mère. « Tu sais, de quoi je suis le plus fière, maman ?» demanda Marianne. « De ton poste, j'imagine, » répondit Carmen avec un sourire malicieux. « Non, je suis fière d'être ta fille, d'avoir appris de toi ce qui compte vraiment. » Carmen serra le bras de sa fille. « Tu as toujours été intelligente, dévouée. Je t'ai seulement montré que le succès sans caractère est un échec. » Elles s'arrêtèrent devant une vieille boulangerie, un endroit que Carmen fréquentait quand Marianne était encore enfant et qu'elle vivait dans un minuscule appartement à Belleville. « On va prendre un café ?» suggéra Carmen. Elles entrèrent dans la simple boulangerie avec ses tables en formica et ses chaises en plastique. Marianne, dans son tailleur de marque, s'assit sans aucune gêne. Elle commanda un café au lait et une tartine beurrée, exactement comme elle le faisait adolescente. « Tu te souviens quand on venait ici le samedi ?» demanda Marianne. « Je me souviens. Tu adorais les tartines d'ici. Tu disais que c'étaient les meilleures du monde. »« Elles le sont toujours, » dit Marianne, en prenant une bouchée et en souriant. Elles parlèrent du passé, des difficultés qu'elles avaient surmontées ensemble, des rêves réalisés et des défis. À venir. Carmen raconta des histoires que Marianne connaissait déjà, mais qu'elle ne se lassait jamais d'entendre. L'histoire de quand elle cumulait 3 emplois, de quand elle vendait des gâteaux pour compléter ses revenus, de quand elle économisait centime par centime pour acheter les livres dont Marianne avait besoin pour l'école. « Tu ne t'es jamais plainte, maman, même quand les choses étaient terribles. »« Se plaindre n'allait rien changer, » répondit Carmen. « Travailler, si. Et je t'avais à élever. J'avais un but. » En sortant de la boulangerie, c'était déjà le milieu de l'après-midi. Elles décidèrent de marcher encore un peu. C'est alors qu'en tournant un coin de rue, Carmen s'arrêta brusquement.
Là, sur le trottoir, assise sur une borne, se trouvait une jeune femme. Une jeune femme que Carmen reconnut immédiatement. C'était Jessica. L'ex-employée de la banque était habillée simplement, en jean et t-shirt, bien loin des tailleurs élégants qu'elle portait avant. Elle tenait quelques sacs de course et semblait attendre quelqu'un. Quand ses yeux croisèrent ceux de Carmen, elle devint blême. Jessica se leva rapidement, hésitante. Un instant, on aurait dit qu'elle allait s'enfuir. Mais alors, rassemblant son courage, elle fit un pas vers Carmen. « Madame Carmen, » dit-elle, la voix tremblante. « Je ne m'attendais pas à vous trouver ici. » Carmen observa la jeune femme. Elle remarqua les cernes, la perte de poids, l'humilité dans un regard qui était autrefois arrogant. « Bonjour, Jessica. » Marianne se plaça à côté de sa mère, protectrice, mais Carmen lui toucha doucement le bras, signalant que tout allait bien. Jessica déglutit. « J'ai besoin de m'excuser pour ce que j'ai fait, pour ce que j'ai dit, pour la façon dont je vous ai traité. C'était horrible, c'était cruel, et il n'y a pas d'excuse. Je sais que j'ai été licencié pour faute grave et que je l'ai mérité, mais ça n'enlève pas le poids de la culpabilité. Chaque nuit, je pense à ce jour et j'ai honte. » Des larmes commencèrent à couler sur le visage de la jeune femme. « Je n'étais pas comme ça avant, ou peut-être que je l'étais et que je ne l'avais jamais remarqué. Mais maintenant, après avoir tout perdu, après avoir dû repartir de zéro, après avoir ressenti dans ma chair ce que c'est d'être traité avec mépris, je comprends. Je comprends ce que je vous ai fait. Et je le regrette tellement. » Carmen resta silencieuse un moment, étudiant Jessica. La jeune femme était clairement repentante, mais Carmen avait assez vécu pour distinguer le vrai remords de l'apitoiement sur soi. « Tu as appris la leçon, Jessica ?» demanda Carmen, sa voix douce mais ferme. « Je l'ai apprise, de la pire des manières. J'ai perdu mon emploi, mon indépendance, ma fierté. Mais plus que ça, j'ai perdu le respect de moi-même. Et j'essaie de le regagner. Je travaille maintenant dans une boutique. Je gagne peu. Mais je traite chaque client, chaque personne comme j'aimerais être traité. Parce que maintenant, je sais à quel point ça fait mal d'être de l'autre côté. » Carmen fit un pas en avant et, à la surprise de Marianne et de Jessica elle-même, ouvrit les bras et serra la jeune femme. Jessica se raidit une seconde, puis s'effondra, pleurant sur l'épaule de cette dame qu'elle avait humiliée. « Je te pardonne, » dit doucement Carmen. « Pas parce que tu le mérites, mais parce que garder de la colère me fait plus de mal qu'à toi. Tu as eu tort, très tort. Mais tout le monde mérite une seconde chance. Tout le monde mérite l'opportunité d'être meilleur. » Jessica sanglotait. « Merci, merci. Beaucoup. Vous n'étiez pas obligé de faire ça. » Carmen s'écarta, tenant les épaules de la jeune femme. « Je n'étais pas obligé, mais je l'ai voulu. Parce que la bonté et le pardon ne sont pas des faiblesses, Jessica. Ce sont les plus grandes forces qu'une personne puisse avoir. Et j'espère que tu porteras cette leçon pour le reste de ta vie, que tu traiteras tout le monde, toujours, avec la dignité que tous méritent. » Jessica hocha vigoureusement la tête, essuyant ses larmes. « Je le ferai, promis. Je serai une meilleure personne. »« Parfait. Alors je n'ai pas perdu mon temps ce jour-là, » dit Carmen avec un petit sourire. Les trois femmes restèrent là quelques minutes de plus à discuter. Jessica parla de son nouveau travail, de la façon dont elle reconstruisait sa vie. Marianne, d'abord sceptique, commença à percevoir une réelle sincérité chez la jeune femme. Quand elles se dirent enfin au revoir, Jessica serra Carmen dans ses bras une fois de plus. « Vous êtes une personne incroyable, » dit Jessica. « J'espère un jour avoir la moitié de votre grandeur. »« Tu l'auras si tu le choisis chaque jour, » répondit Carmen. Jessica s'éloigna, faisant un signe de la main en disparaissant dans la foule de l'avenue. Marianne regarda sa mère avec une admiration renouvelée. « Comment fais-tu, maman? Comment arrives-tu à pardonner comme ça ?» Carmen soupira. « Parce que j'ai beaucoup vécu, ma fille, et j'ai appris que nous sommes tous imparfaits. Nous faisons tous des erreurs. La différence réside entre ceux qui apprennent de leurs erreurs et ceux qui les répètent. Cette jeune fille a appris. Je l'ai vue dans ses yeux. » Elles retournèrent à la voiture qui attendait quelques rues plus loin. Sur le chemin du retour, Carmen regardait par la fenêtre, observant la ville défiler. Paris avec tous ses contrastes, ses injustices, mais aussi ses possibilités de rédemption et de nouveaux départs. « Maman, » dit Marianne, brisant le silence. « Merci. »« Pourquoi, ma chérie ? » « D'avoir accepté de faire ce test,
d'avoir eu le courage de subir ça, de m'avoir appris une fois de plus ce qui compte vraiment. Carmen sourit. C'est moi qui te remercie d'avoir fait quelque chose de ce qui s'est passé, d'avoir transformé mon humiliation en un vrai changement pour d'autres personnes. La voiture s'arrêta devant l'immeuble où vivait Carmen, un bâtiment ancien mais bien entretenu, à Montparnasse. Marianne descendit et accompagna sa mère jusqu'à l'appartement, comme elle le faisait toujours. À l'intérieur de l'appartement modeste mais chaleureux, rempli de photos de famille et de souvenirs de toute une vie, Carmen prépara une tisane pour elles deux. Elles s'assirent dans le petit salon, la télévision éteinte, profitant simplement de la compagnie l'une de l'autre. « Tu sais ce qui me rend le plus heureuse dans tout ça ?» demanda Carmen. « Quoi, maman ? Que tu ne sois pas devenue comme eux. Tu es arrivée au sommet, tu as le pouvoir, l'argent, l'influence, mais tu n'as pas perdu ton humanité. Tu n'as pas perdu la capacité de voir les gens. » Marianne sentit les larmes lui monter aux yeux. « J'ai eu le meilleur professeur. » Elles restèrent à discuter jusqu'au coucher du soleil, qui peignait le ciel de Paris de tons orange et roses. Quand Marianne se leva enfin pour partir, elle serra sa mère longuement dans ses bras. « Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, ma fille. Maintenant va. Ta famille t'attend. » Après le départ de Marianne, Carmen alla à la fenêtre et regarda la voiture de sa fille disparaître dans la rue. Elle se sourit à elle-même, satisfaite. Il y avait eu de la douleur dans ce parcours, mais il y avait aussi un but. Il y avait eu de l'injustice, mais aussi une justice restaurée. Il y avait eu de la cruauté, mais aussi de la rédemption. Elle regarda le cabas délavé, accroché au crochet près de la porte. Ce sac qui avait été un motif de moquerie était maintenant un symbole de transformation. Carmen le prit et le rangea soigneusement dans une armoire. Un jour, quand ses petits-enfants grandiraient, elle leur raconterait cette histoire. Elle leur parlerait de l'importance de traiter tout le monde avec dignité, indépendamment des apparences. Ce soir-là, avant de dormir, Carmen fit sa prière habituelle. Elle remercia pour ses bénédictions, pour sa fille merveilleuse, pour l'opportunité d'avoir fait une différence. Et elle demanda que cette leçon se propage, qu'elle touche les cœurs, qu'elle change les esprits. 3 mois après cette rencontre avec Jessica, l'agence des Champs-Élysées remporta un prix interne du meilleur accueil humanisé de tout le réseau de la Banque nationale française. La transformation s'était consolidée. D'autres agences commencèrent à suivre l'exemple. Le programme de clients mystères fut étendu à l'échelle nationale. Et tout avait commencé avec une vieille dame en robe simple et avec un cabas qui avait refusé d'accepter d'être invisible. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Madame Carmen et de Marianne a touché vos cœurs et vous a fait réfléchir à la façon dont nous traitons les gens qui nous entourent. Si ce récit vous a ému, vous a fait penser ou vous a simplement diverti, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune des histoires que nous préparons avec tant de soin. Laissez un pouce bleu si vous êtes d'accord. Que toute personne mérite le respect, indépendamment de son apparence ou de sa position sociale. Et dans les commentaires, nous aimerions beaucoup savoir, avez-vous déjà vécu une situation de discrimination ou avez-vous été témoin de quelque chose de semblable? Comment avez-vous réagi? Vos histoires nous inspirent à continuer à vous proposer des récits qui comptent. Chaque jour, nous publions de nouveaux contenus qui explorent la complexité de la vie, les défis de l'être humain et les victoires de l'esprit. Ce n'est qu'un des nombreux voyages émouvants que nous avons préparés pour vous. Merci de faire partie de cette communauté qui croit au pouvoir des belles histoires. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.